Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim, une vidéo FAQ spéciale débutant, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions très intéressantes et je trouvais ça pertinent de faire un petit peu en complément de la playlist sur la construction et la conception d'un réseau miniature, une vidéo FAQ des questions qu'on peut se poser effectivement quand on veut commencer un réseau de miniature ou parce qu'on a récupéré ou hérité d'éléments et on ne sait pas très bien où on en est. Et donc du coup, voilà, pouvoir répondre à toutes ces petites questions. Alors la première question, c'est quelle est la différence entre le 2 rails et le 3 rails? Donc en gros, le 3 rails qui est porté par la société Marklin, par la firme Marklin, et le 2 rails que l'on trouve notamment chez Jouef, Rocco, Rivarossi, Hornby, LS Model, R37, etc. Pourquoi 2 rails? Pourquoi 3 rails? Alors historiquement, avant l'arrivée du digital, on avait deux technologies. La technologie 3 rails, qui est une technologie à base de courant alternatif, et la technologie 2 rails, qui était du courant continu. Le gros avantage du 3 rails par rapport aux 2 rails à l'époque, c'est que on avait des possibilités de réseaux qui étaient beaucoup plus étendues, notamment le fait qu'on n'avait pas besoin d'électronique compliquée avec des étages de relais, etc., pour faire notamment les boucles de retournement. Le problème, entre guillemets, qui est un avantage pour certains, c'est que le courant alternatif obligeait à un étage de régulation beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait travailler sur les alternances de fréquences, puisque c'est un courant alternatif de 50 périodes ou de 40 périodes, je crois, chez Marklin, je m'en souviens plus très bien, parce que, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste Marklin, donc je ne veux pas trop dire de bêtises d'un point de vue technique. Mais effectivement, on avait cet avantage de simplicité de câblage avec le réseau 3 rails que l'on n'avait pas avec le réseau 2 rails. Le 2 rails étant une technologie que je connais beaucoup mieux, qui fonctionne par ce qu'on appelle une régulation de tension, c'est-à-dire qu'on régule la tension continue de 0 à 12 volts avec un régulateur, et cette régulation de tension fait réguler la vitesse et l'allure que va prendre vos locomotives. Bien évidemment, les deux systèmes ne sont pas compatibles parce que en 3 rails, les 2 rails sont au même potentiel. C'est les plots centrales qui représentent l'autre face du courant alternatif. Alors qu'en 2 rails, on a une voie, un fil de rail qui est connecté au positif et un autre qui est connecté à la masse. Donc du coup, effectivement, quand on fait une boucle de retournement, on a un court-circuit parce que les rails positifs arrivent sur la masse et le rail négatif arrive sur la masse de l'autre côté. Donc ça, c'était effectivement les problèmes sur la configuration 2 rails par rapport à la configuration 3 rails qui n'a pas ce problème. Là-dessus est arrivé le courant digital qui n'a pas réglé le problème avec le 2 rails, qui n'a pas non plus modifié le problème avec le 3 rails, puisque la technologie digitale est finalement uniquement un système qui permet de pouvoir gérer de façon différenciée les allures des trains et donc de décorréler la tension qui est sur la voie de l'allure de la locomotive en fonction d'un pilotage spécifique par locomotive lié à des adresses. Donc effectivement, on n'a pas du tout changé le cœur de la technologie qui est que quand on a du 2 rails, on ne peut pas faire rouler une locomotive 3 rails, même si la locomotive 3 rails est digitalisée. Parce qu'effectivement, il y a un court-circuit qui va être fait sur les différents essieux qui ne sont pas isolés électriquement entre chaque roue de l'essieu. Voilà. Donc, du coup, quand on a des locomotives et des wagons qui sont spécifiquement créés, conçus pour rouler en système 3 rails, si on veut les faire rouler sur un réseau en 2 rails, il faut changer tous les essieux. Alors, autant pour les wagons et les voitures, c'est relativement simple, puisqu'il suffit, pas simple mais onéreux, il suffit simplement de changer les essieux.
Autant pour les locomotives, ça commence à être de beaucoup plus chevelu parce que le constructeur ne va pas forcément vous proposer des kits de conversion de rail 3 rails et inversement. Par contre, tous les constructeurs qui vous proposent du matériel en 2 rails sont compatibles entre eux. Donc le matériel Rocco est compatible avec le matériel Jouef, est compatible avec le matériel Rivarossi, Ambi, LS Model, etc. Puis il y a d'autres marques, hein. Je n'ai cité que les plus grandes. Après, il y a des marques américaines, il y a des marques japonaises, etc. Voilà, donc le distinguo entre le 2 rails et le 3 rails se situe à ce niveau-là, au niveau de la compatibilité et de la façon dont sont conçues électriquement chacune des 2 technologies. Voilà, donc ça c'était la petite question concernant effectivement la différence entre le 2 rails et 3 rails. C'est très succinct parce qu'il y a beaucoup plus d'informations pointues. Maintenant, avec le digital, la question et la pertinence du 3 rails et les avantages du 3 rails sont moins évidents. Voilà, mais le matériel Märklin est un matériel de très très bonne qualité et effectivement, moi, j'aime beaucoup leur réalisation. Enfin, ils font des choses qui sont très très bien. Et puis en plus, maintenant, ils ont une marque, une sous-marque de matériel spécifique en 2 rails, qui est la marque Trix. Donc, voilà, quand on a envie de s'offrir un modèle intégralement en métal récent, on peut aller sur la gamme Trix et trouver l'équivalent. Je pense qu'ils ont fait une locomotive à vapeur magnifique française, une 241P de mémoire, ou une 241, je ne sais plus, 242, je ne sais plus. Enfin, il y avait un modèle très très beau, et effectivement, il avait sorti en 3 rails et ils l'ont sorti chez Trix. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première question qui m'a été posée. La deuxième question, c'est les fêtes de Noël arrivent et donc du coup, on a envie de s'équiper et d'avoir, de commencer un réseau. Qu'est-ce que moi je conseillerais? Alors, il y a traditionnellement des répartitions de gamme. Alors c'était très vrai avant, ça l'est un peu moins maintenant. Où on avait par exemple des coffrets de démarrage Jouef, parce que Jouef se concentrait sur leur gamme entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Mais vous avez des coffrets de démarrage dits d'entrée de gamme chez pratiquement tous les constructeurs qui font à la fois du matériel d'infrastructure et à la fois du matériel roulant. Donc, il n'y a pas véritablement, moi je n'ai pas véritablement de préférence à vous dire. Ça rejoint la première question, c'est-à-dire effectivement, est-ce que vous voulez vous orienter sur une technologie 3 rails ou une technologie 2 rails, ce qui va de toute façon diriger et restreindre ou pas la diversité du matériel roulant que vous allez avoir. C'est vrai que Märklin fait beaucoup plus de matériel germanique et austro-hongrois, alors qu'en 2 rails, vous allez trouver du matériel ferroviaire français, notamment chez Jouef, mais pas que, hein. Il y a LS Model, il y a REE, il y a d'autres marques comme ça. Alors je ne pense pas de mémoire que REE fasse de kit de starter kit, mais voilà, vous allez trouver dans les magasins de vente en ligne ou les magasins qui font encore du modélisme ferroviaire, des magasins spécialisés physiques, vous allez trouver comment ça s'appelle, des kits de démarrage. Alors après, maintenant, il y a une différenciation entre les kits de démarrage dits analogiques, qui sont vraiment l'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être les moins onéreux, et les kits de démarrage directement avec une centrale digital débutant. C'est ce que fait par exemple Rocco avec une Z21 blanche, alors que leur gamme digitale avancée, c'est une Z21 noire. Après, moi, je suis pas un spécialiste de ces gammes-là, parce que ça fait longtemps que je ne regarde plus, en fait, ce qu'ils proposent pour les débutants. Mais voilà, vous avez la possibilité de choisir en fonction de différents grands constructeurs. Donc je sais que par exemple, il y a Fleischmann pour le N, il y a Rocco, Jouef qui le font, il y a aussi Pico qui doit faire des starter kits.
Il doit y avoir Hornby, bien évidemment, hein, puisque Hornby a racheté Jouef il y a une dizaine d'années maintenant. Hornby étant une marque anglaise qui fait deux échelles, le double zéro et le HO, qui ont la particularité de partager la même voie en 16,5 mm, mais par contre le double zéro est au 1,76e alors que le HO est au 1,87e. Mais c'est vrai que c'est une échelle qui est quasiment pas représentée en France, et si vous allez dans un magasin spécialisé, il y a très 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 peu de chances qu'on vous propose un train en double zéro. Généralement, ça sera toujours en HO ou en N ou en Z ou en 0 si vous voulez faire des plus grandes échelles, ou en 1, etc. Bon, je ne rentre pas dans les sujets pour répondre spécifiquement à cette question. La question suivante, c'est quelle échelle commencer? Je veux commencer un réseau, quelle échelle vous me conseillez de commencer? Alors là, c'est très simple, ça dépend de l'espace que vous avez disponible. Si vous avez envie et que vous avez la possibilité d'avoir un espace de, on va dire, au minimum de 2 mètres, 2,50 m par 1,60 m, vous pouvez tout à fait commencer en HO. Mais attention, là vous aurez un réseau très simple, c'est-à-dire une planche, un ovale avec éventuellement une voie d'évitement et quelques embranchements vers des voies de garage, mais ça ne sera pas énorme. Mais ça, c'est la surface minimale nécessaire pour avoir quelque chose qui tient la route pour commencer. Maintenant, si vous avez envie d'utiliser cet espace, mais d'avoir la possibilité d'avoir des compositions plus longues, et voire un tracé peut-être un peu plus intense, un plus important, vous pouvez passer de l'échelle HO à l'échelle N, qui a le mérite de diviser par 2 l'échelle, et donc du coup, effectivement, de vous permettre d'avoir un volume de voix sur un encombrement de base qui va être plus important qu'avec le HO. Voilà. Ensuite, après, il y a une échelle encore plus petite, mais là, encore une fois, elle n'est commercialisée que de façon très marginale. C'est le Z, qui est au 1/220e, si je ne m'abuse. Et là, j'aurais tendance à vous dire, attention, c'est du matériel qui est très fragile, c'est du matériel de haute technologie, c'est du matériel qui est très petit, on se pète les yeux littéralement pour mettre une locomotive sur les rails. Et c'est du matériel que, de toute façon, je ne vous conseille pas de mettre entre les mains d'un enfant. Parce que, justement, ça nécessite d'en prendre vraiment soin. Parce que c'est vraiment de la miniaturisation poussée à un niveau assez important. Et ensuite, le corollaire de ça, c'est que ce n'est commercialisé, si je ne m'abuse, que par Marklin. Et donc, c'est technologiquement cher, de base. Alors, qu'est-ce que je pense, par exemple, des échelles comme le TT ou le 0 ou les échelles supérieures? Là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est bien aussi, mais le 0, c'est du 1,43e et demi ou du 1,45e en fonction de la provenance du matériel où vous allez l'obtenir. Il y a un petit combat d'arrière-garde pour avoir l'échelle exacte. En règle générale, en France, on considère que le 0, c'est du 1,43e et demi. Et donc, qui dit échelle plus grande, dit besoin d'espace beaucoup plus grand, parce que pour pouvoir avoir un ovale simple en 0, vous allez avoir quasiment besoin de du double d'espace pour le HO. Donc, je vous avais dit 2,50 m par 1,20 m. Là, en 0, vous n'allez pas faire recirculer grand-chose. Après, il y a ce qu'on appelle les échelles en voie métrique, qui sont les échelles intermédiaires, c'est-à-dire qu'on garde l'échelle, par exemple, le HOM ou le HOE, qui reste en 87e, mais par contre, c'est l'écartement des voies qui va être soit l'écartement de la voie en 9 mm, donc en N, soit un écartement un peu bâtard, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais dans tous les cas, ce sont des échelles qui ont les échelles métriques ou les échelles funiculaires. Ce sont des échelles qui sont spécifiquement dépendantes de leur échelle d'origine, bien qu'elles soient minorées par rapport à la taille de l'écartement des voies. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais dire au niveau des échelles.
Personnellement, moi je suis sur le HO, c'est là où il y a le plus de diversité de matériel, c'est là où particulièrement quand on est en technologie de rail, on a accès à tous les catalogues des constructeurs qui font du deux rail, qui sont beaucoup plus importants que le trois rail. Voir la première question de cette vidéo, hein, je vous renvoie donc quelques minutes en avant. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Oui, concernant le tracé d'un réseau. Alors moi, sur le réseau Wissenheim, j'ai bien évidemment fait un tracé qui était un tracé prévisionnel. Donc à la base, j'étais parti d'une proposition de réseau proposée dans un hors-série de Locorevu que j'avais mis en réseau modulaire. Donc j'étais resté sur cette configuration. Malheureusement, le réseau il a changé entre-temps. Et donc, j'ai été obligé de refaire intégralement un nouveau tracé de réseau. Et là, j'ai utilisé, moi, mes dessins, mon logiciel de dessin vectoriel, et j'ai redessiné, en fait, l'équivalent, l'intégralité de la pièce où allait le réseau, et j'ai refait comment ça s'appelle, un schéma de réseau. Moi, j'ai utilisé en fait deux procédés. Le premier, c'était effectivement un dessin d'implantation d'infrastructure. Et ensuite, j'ai en parallèle utilisé Train Controller pour faire les simulations de trafic par rapport au dessin du réseau et donc aux circulations que je voulais. Et c'est parce que j'ai fait l'aller-retour entre les deux que j'ai pu faire évoluer le réseau tout au long de sa construction. Je vous rappelle que le réseau tel qu'il avait été conçu en 2009 et le réseau maintenant n'ont plus rien à voir. Et ça, c'est un problème auquel j'ai été confronté parce que j'ai changé la définition du réseau. Et j'ai changé cette définition du réseau parce que en arrivant dans ma maison, j'avais un espace définitif à allouer et que la problématique du réseau modulaire transportable ne se posait plus. Et donc effectivement, c'est pour ça que je vous disais dans une des vidéos sorties récemment, que entre l'infrastructure qu'il y avait sur l'hélice sud et une partie de l'infrastructure du niveau 0 et ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire les niveaux supérieurs, j'avais changé carrément mon fusil d'épaule quant à la conception de la structure. Et j'ai été obligé de changer cette conception de la structure parce qu'effectivement, la nouvelle configuration du réseau allait me donner d'énormes difficultés techniques pour la réalisation de l'infrastructure. Et donc, du coup, je suis revenu sur mon logiciel de dessin vectoriel et j'ai refait intégralement une nouvelle structure. J'ai repensé une structure différente pour pouvoir continuer le réseau. Parce que la solution la plus simple et la plus radicale aurait été de dire je bazarde tout ce que j'ai fait et je recommence depuis le départ. Mais j'avais déjà fait beaucoup d'investissements et j'avais pas véritablement envie de recommencer tout depuis le début à ce moment-là, parce que j'avais déjà quand même pas mal de choses qui avaient été posées. Et du coup, j'ai pris cette décision de ne pas recommencer des choses qui fonctionnaient très bien, mais n'étaient plus tout à fait adaptées. Alors que, par exemple, dans l'extension, comme c'est un démarrage de A à Z, j'ai pu faire exactement ce que je voulais et je n'ai, a posteriori, beaucoup moins de problèmes techniques. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille, effectivement, quand on est sur de la création et de la conception d'un réseau de A à Z, et c'est ce que je vous avais dit déjà antérieurement dans d'autres vidéos à ce sujet, c'est effectivement de concevoir une charpente dès le départ et de bien réfléchir en amont sur le type de réseau que vous voulez avoir, sur le type de circulation que vous voulez faire, et bien évidemment sur la topologie et comment s'appelle l'infrastructure avant de commencer la construction du réseau. Faites pas comme moi parce que c'est là je suis retombé sur mes pieds, mais c'est sûr que ça fait un réseau qui est totalement atypique par rapport à ce que l'on pourrait avoir. Alors moi, ça me plaît, j'adore ça, hein, mais je ne dis pas faites comme moi. Je dis voilà ce que j'ai fait, voilà les conditions
qui m'ont obligé à m'adapter. Et maintenant, je suis très content parce que le réseau correspond à ce que j'ai décidé d'avoir. Étant entendu que si je prends du recul par rapport à ce que j'ai déjà réalisé, si j'avais à le refaire, je ne le referais pas du tout comme ça. Voilà. Alors ensuite, après, on m'avait posé une autre question. Ça, j'en ai parlé. Ah, oui. L'autre question, c'est quel système digital je conseillerais à un débutant? Alors, moi, j'ai pas d'action chez Roku. Je n'ai pas, cette vidéo n'est pas subventionnée par Roku. Mais je dois dire que j'aime énormément le matériel Roku. D'une part, parce qu'il y a un très très bon service après-vente. C'est, à ma connaissance, le seul constructeur qui fournit une base de pièces détachées pour le matériel roulant facilement accessible depuis leur site internet. On rentre la référence de la pièce et quasiment 9 fois et demi sur 10, on a la pièce qui est disponible pour pouvoir l'acquérir. Donc c'est sûr que pour le matériel roulant, moi j'aime beaucoup l'entreprise Roku parce qu'effectivement, je sais que quand j'achète une nouvelle locomotive, là je vous avais fait la review sur la 030 dB, bah moi en même temps que j'ai acheté la 030 dB, j'ai acheté toute une série de pièces détachées sur les pièces qui risquaient d'être perdues, cassées, ou même des pièces d'usure, parce qu'on a des pièces d'usure sur les locomotives, notamment des locomotives qui ont des embielages. On peut perdre un main-de-ton, on peut abîmer une bielle, on a besoin de changer les bandages d'adhérence, on peut perdre un tampon, etc. Enfin, bon, tout ça. Donc moi, ce que je fais en règle générale, c'est que quand j'achète une locomotive, j'achète tout de suite dans la foulée ou quelques temps après, après avoir analysé la feuille qui montre les pièces détachées, j'achète une série de pièces détachées et je me fais une petite boîte de maintenance spéciale pour cette locomotive, ce qui me permet de pouvoir la dépanner. Alors, vous allez me dire, mais la question c'était sur le digital et là je parle des locomotives. Oui, mais Roku propose une station digitale qui est la Z21, qui est robuste avec une topologie accessible pour les débutants, avec la possibilité de pouvoir, dans sa version black, d'utiliser un smartphone avec un routeur, donc de mettre le train, d'intégrer le train dans comment s'appelle, votre topologie informatique, donc du coup de rentrer facilement dans la MFAO, donc le modélisme ferroviaire assisté par ordinateur, avec ensuite après différents types de logiciels de gestion de réseau, donc ce qui fait que Roku propose un système qui est évolutif dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut commencer simplement avec la centrale et un ovale, et au fur et à mesure complexifier à la fois les informations que le réseau va renvoyer à la centrale via la rétrosignalisation, mais aussi le fait de connecter la centrale à un réseau informatique et aussi à faire un pilotage sur une tablette et un smartphone. C'est une solution qui est beaucoup plus simple que celle que j'utilise, même si celle que j'utilise est antérieure à celle de Roku, puisque Lens a conçu une grande majorité de l'électronique de la première génération du digital de Roku. Tout le Digital is Cool et les premières Multimos ont été créés par Lens. Et ensuite, après, Roku a développé la Z21 qui reprend certaines philosophies du digital communes avec Lens, puisque ça suit les normes de la NMRA et ça suit les normes du MOROP. Mais c'est vrai que pour un débutant qui commence, c'est beaucoup moins chevelu d'aller sur du Roku que d'aller sur du Lens. Après, moi, il y a d'autres centrales comme les centrales Ecos de chez ESU et autres. Moi, je les trouve chères et un peu monolithiques parce que c'est un peu, on a un peu une espèce de gros bloc avec un écran et
Bon, ça ne correspond pas à mon usage que j'en ai. C'est vrai que je suis beaucoup plus attiré, moi, à titre personnel, par la MFAO et je suis assez content de pouvoir utiliser, soit via le smartphone, soit la tablette, ou via un logiciel comme Train Controller, l'utilisation de mon train. Mais pour un débutant, c'est vrai que la solution de la Z21 est très intéressante. Les costs coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà. Après, on me dit, oui, mais il y a d'autres systèmes, il y a les Sprog, il y a DigiCase, très bien. Je ne connais pas ces topologies-là, je ne me suis jamais penché dessus. Je sais que la DigiCase est une centrale multiprotocole, c'est-à-dire qu'elle gère des différentes technologies de bus de rétrosignalisation, différentes technologies de normes digitales, hein, à la fois les technologies Marklin et les technologies dites NMRA. Bon, voilà, moi j'ai pas de connaissances assez pointues et je pense que dans ce cas-là, il faut aller vers les gens qui connaissent ce genre de plateforme. Moi, c'est vrai que d'un point de vue, enfin, je suis partisan d'une topologie qui soit simple, évolutive. Et à ce niveau-là, c'est vrai que si j'avais à recommencer de A à Z, je prendrais la Z21, je m'emmerderais pas, quoi. Voilà. Ensuite, après, l'autre question, et je vais pas la faire trop longue parce que sinon on va avoir une vidéo euh, très 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 longue. Qu'est-ce que j'avais noté encore comme question? Euh, oui, j'avais parlé dans une vidéo et dans l'interview que j'avais fait à LF Modélisme, hein, je remets la fiche là, du fait que je ne faisais pas de réseau en époque 5 ou en époque 6. Et on m'avait demandé un petit peu pourquoi, hormis le fait que je voulais pas faire de train tagué et que ça ne m'intéressait pas, euh, on m'avait posé une question très spécifique sur les caténaires. Alors, il y a beaucoup de réseaux de gens qui font des réseaux avec des caténaires qui sont pas fonctionnels. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Le problème, c'est que pour faire un réseau avec de la caténaire, ça demande des compétences. Il faut monter la voie parfaitement et il faut monter la caténaire et la tendre parfaitement. L'autre problème, c'est que les pantographes sont fragiles et donc si on veut des pantographes qui durent dans le temps, il ne faut pas forcément utiliser ceux qui sont fournis avec la machine, qui seront peut-être pas forcément assez solides pour pouvoir gérer une exploitation par la caténaire. Ils risquent de s'arracher, ils risquent de se détériorer, les palettes de contact peuvent s'user, donc ça nécessite une maintenance au niveau de la caténaire qui est, on va dire, beaucoup plus fastidieuse. Mais c'est vrai que faire fonctionner un réseau en mettant une caténaire et en baissant la caténaire des locomotives, bah, je trouve ça dommage. Voilà. Mais après, pourquoi pas, hein, c'est une chose qui est tout à fait possible. Mais c'est vrai que moi, ça fait partie des choses, euh, des difficultés. Alors j'avais fait, moi, mon premier réseau était un réseau avec une caténaire fonctionnelle sur une boucle. Et ça fonctionnait très bien, mais je me souviens à l'époque comment j'avais galéré pour tendre la caténaire correctement pour qu'elle ne frétille pas quand la locomotive avance. Parce que si la caténaire frétille alors que le pantographe avance, il risque de sortir du chemin de la caténaire, et alors là, c'est la catastrophe, quoi. Donc il faut vraiment bien tendre sa caténaire, et ça, c'est... Il faut avoir un réseau qui soit super bien conçu, aussi bien au niveau de la voie. Il faut pas oublier qu'une caténaire, ça se met en tension et en compression, donc il faut faire une alternance tension-compression. Puis dès qu'on arrive sur une courbe vers la gauche, il faut mettre en tension, non, il faut mettre en compression, et quand on va sur la droite, une courbe sur la droite, il faut mettre en compression. C'était l'inverse en fait. Enfin bon, bref, vous avez compris, c'est en fonction du sens où va la voie, il faut mettre des standers ou des compresseurs, c'est-à-dire des caténaires qui reviennent ou des caténaires qui poussent. Enfin bon, voilà, donc
C'est beaucoup plus technique, c'est très marrant à mettre en œuvre, mais moi, sur un réseau aussi complexe que le Wissonheim, c'était même pas la peine. Puis en plus, le problème d'une caténaire, c'est que quand on arrive dans les tunnels et dans les rampes, il faut continuer à la mettre. Et oui. Et une caténaire dans une rampe hélicoïdale, c'est pas infaisable, mais voilà. Mon silence veut tout dire. Voilà, je pense que j'ai couvert les différentes questions qu'on a pu me poser, les questions de débutants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me ferait plaisir d'y répondre. À la limite, même quand il y a beaucoup de questions comme ça, je referai une vague de questions-réponses. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas, à nous laisser un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. J'aurai l'occasion de sortir d'autres vidéos spécifiques sur la construction du réseau de Wissonheim très bientôt. D'ici là, à ciao!